Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de deck pour Horror Arkham, le JCE. Alors, comme dit dans la vidéo précédente, toute cette semaine, je présente chaque jour un deck pour un des 5 investigateurs de la dernière boîte sortie. Aujourd'hui, normalement, on est mardi. Deuxième jour de la semaine, deuxième investigateur, c'est donc Norman Weavers. Donc comme je le disais dans la vidéo précédente, je suis parti du principe pour tous les decks en duo ou en trio que dans la campagne je gagnais 39 points d'expérience, que j'avais les 3 points d'expérience bonus de dans le vif du sujet. Donc deck de fin de campagne à 42 XP, deck de début de campagne à 3 XP, et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire comme intro. Quoi d'autre? Alors oui, ça c'est un deck que j'ai joué. J'en ai testé, je crois, 3 versions différentes, et ça, c'est la version qui m'a permis de gagner la campagne Le Renouveau du Cercle Brisé. Et c'était la première fois que j'ai gagné cette campagne. Donc un deck qui est testé et éprouvé, au contraire des 4 autres que je vous présente cette semaine, qui s'est avéré efficace, que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Que dire de plus? Alors c'est un deck de 45 cartes parce que j'utilise Apprentissage Forcé. J'avais dit beaucoup de bien de cette carte-là, et au fil de mes tests avec, je me suis rendu compte que oui, c'est très bien, mais les cartes en un seul exemplaire sont diluées. En tout cas, à moins qu'un jour sorte une clarification, si on sort une carte importante, si on pioche une carte importante et une faiblesse, comme on doit piocher la faiblesse, on défausse la carte importante. Du coup, toutes les cartes importantes du deck sont en 2 exemplaires. Voilà. Et du coup, le deck joue, on va dire, sur la fiabilité, on va dire ça d'une certaine manière, la fiabilité, la redondance. Donc pas plein de cartes de niveau 3, 4 ou 5 en un exemplaire, non, plutôt une poignée de combos, une poignée de cartes bien efficaces, une poignée de combos, et ce qu'il faut autour pour les rendre plus facilement accessibles. Alors je vais peut-être commencer par rappeler comment fonctionne Norman Weavers. Donc Norman Weavers, 4 de volonté, 5 d'intelligence, 2 de force, 1 d'agilité, 6 points de vie, 8 points de santé mentale, trait miskatonique, jouez avec la carte du dessus de votre deck révélée. Une fois par round, vous avez le droit de jouer la carte du dessus de votre deck comme si elle était dans votre main, en réduisant de 1 son coût en ressources. Forcé, après qu'une faiblesse a été révélée sur le dessus de votre deck, piochez-la. Signe des anciens plus X, vous avez le droit d'échanger la carte du dessus de votre deck avec une carte de votre main. X est le coût en ressources de la carte du dessus de votre deck. Niveau construction, carte chercheur de niveau 0... Oui, c'est ça, voilà. Carte chercheur de niveau 0, carte mystique de niveau 1 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, jusqu'à 5 autres cartes mystiques de niveau 0. Carte signature, le livre des bons, l'annonciateur, et puis évidemment il a une faiblesse de base au hasard. Donc là, le deck de fin de campagne, voilà, ça rentre tout pile dans le cadre. Je mettrai le lien dans les commentaires, et comme pour la vidéo précédente, et comme ça sera le cas dans les vidéos suivantes, je vais discuter des cartes utilisées pour chacune des différentes tâches à effectuer. Allez, on commence par la découverte des indices. Déjà, on a Ikiak. Ikiak, un allié qui vous donne plus en volonté, plus en intelligence. Vous perdez 1 de volonté et 1 d'intelligence pour chaque faiblesse située sous Ikiak. Ah oui, pardon, j'ai pas précisé, je crois, c'est noté, mais j'ai pas pensé à le redire. C'est un deck pour duo, et donc Norman Weavers va être spécialisé en enquête. Il va être chargé de trouver tous les indices nécessaires pour le duo, et il ne fera
qu'occasionnellement des dégâts. Donc là, le gain des indices, c'est son truc, c'est ce qu'il doit faire, c'est ce à quoi il va consacrer l'essentiel de ses actions, et c'est ce qu'il doit faire de façon fiable. Voilà. Donc je disais Ikiak, plus 1 de volonté, plus 1 d'intelligence, moins 1 de volonté, moins 1 d'intelligence pour chaque faiblesse située sous Ikiak. Réaction, quand un investigateur dans votre lieu pioche une faiblesse de base, inclinez Ikiak, annulez les effets de cette faiblesse et placez-la face cachée sous Ikiak. Son propriétaire doit la piocher si Ikiak quitte le jeu. Donc, tant que vous n'utilisez pas Ikiak pour bloquer, pour retirer de la circulation une faiblesse, plus 1, ce qui mène Norman Weavers à 5 et 6. Donc quand il fait une enquête de base, 6 en intelligence. Deuxième carte, Wheaton Green. De niveau 0, il n'a pas accès à la carte de niveau 2. Tant que vous contrôlez un soutien livre ou relique, vous gagnez plus 1 en intelligence. Réaction, après que vous avez révélé un lieu ou mis en jeu un nouveau lieu, inclinez Wheaton Green, cherchez un soutien livre ou relique parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et piochez-le. Mélangez votre deck. Donc, 5 d'intelligence de base, il peut monter à 6, s'il a ses 2 alliés, il peut monter à 7. Alors il faut qu'il ait un livre, mais il a l'Atlas astronomique, le lexique occulte, le livre des bons. Et comme sont des cartes importantes, il essaiera de les récupérer rapidement, et s'il en a pas, Wheaton Green l'aide à obtenir un de ses livres. Diane Espérance plus lire les signes plus prophétique. Alors j'ai pas regardé, mais je suis quasiment sûr d'avoir fait une vidéo sur cette combo, en tout cas. Diane Espérance, une alliée, qui a 3 secrets, action rapide, attache un événement, sort non faiblesse de votre main à Diane Espérance, limite de un événement attaché à elle. L'événement attaché peut être joué comme s'il était dans votre main, il n'est pas placé dans votre pile de défausse après avoir été joué, il reste attaché. En tant que coût supplémentaire pour jouer l'événement attaché, inclinez Diane Espérance et dépensez un secret. Donc vous jouez Diana Espérance, vous attachez dessus lire les signes, donc un événement sort, qui coûte 2, enquêtez, ajoutez votre volonté à votre valeur de compétence pour cette enquête. Vous pouvez ignorer tout effet ou mot-clé de votre lieu qui devrait se déclencher lors de cette enquête. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Donc cette carte-là, attachée à Diana Espérance, va pouvoir être jouée tant qu'il y a des secrets sur Diana Espérance. Une fois par round parce qu'il faut incliner Diana. Mais à chaque fois, donc vous enquêtez avec de base 9. Si vous avez Wheaton Green, c'est 10. Si vous avez Ikiak et qu'il n'y a pas de faiblesses qui lui sont attachées, c'est 11. Si vous avez les 2 alliés et pas de faiblesse attachée à Ikiak, vous avez une valeur de compétence de 12 pour les enquêtes. Et en cas de réussite, vous prenez 2 indices. Donc, c'est costaud, et même en expert, enquêter avec une valeur de compétence de 12, à moins de piocher l'échec automatique, normalement vous avez vos 2 indices. Et en plus, vous ignorez les effets ou les mots-clés de votre lieu qui devraient se déclencher lors de l'enquête. Pas de pendant que vous enquêtez vous perdez un emplacement de main, pas d'effet hanté, pas de pour attribuer des cartes à ce test de compétence, je sais pas moi, résolvez tel ou tel effet, donc voilà. Et puis prophétique, donc un des 5 talents triclassés de la boîte, utilisation de ressources, reconstituer ses ressources au début de chaque round. Les ressources sur prophétique peuvent être dépensées pour payer des cartes chance, sort ou esprit. Action rapide, lors d'un test de compétence sur une carte chance, sort ou esprit, dépensez une ressource de prophétique, vous gagnez plus 1 à votre valeur de compétence pour ce test. Et prophétique vous fournit les 2 ressources nécessaires pour jouer lire les signes. Donc une fois que vous avez réuni ces 3 cartes, et tant que vous arrivez à maintenir des secrets sur Diane Espérance, une fois par round, sans dépenser de ressources de votre réserve, vous faites une enquête avec une valeur de compétence de 9 à 12 pour trouver 2 indices en cas de réussite. Extrêmement efficace. Encore une fois, c'est ce que je disais,
c'est fiable. Il y a juste le rechargement, et le rechargement en secret, on a la perfection... Non, pardon. Révélation stupéfiante, voilà. Quand vous cherchez dans votre deck et que Révélation stupéfiante est parmi les cartes consultées, défaussez-la. Soit vous gagnez 2 ressources, soit vous placez un secret sur un soutien que vous contrôlez, maximum d'une capacité recherche par deck. Donc, vous avez dans ce deck 2 fois Diane Espérance. Une fois que l'exemplaire en jeu est vide, vous pouvez éventuellement jouer le deuxième. Vous avez 2 copies de Lire les signes, pour avoir plus de chances de piocher la carte pour lui attacher. Une seule copie de Prophétique, parce qu'il y a des limites en nombre d'XP. Mais ensuite, voilà, pour recharger Diane Espérance, 3 fois Révélation stupéfiante, demander un service pour remonter Diane Espérance et la rejouer, également 2 fois Extatique pour remettre des secrets dessus. Donc normalement, une fois que vous avez en jeu Diane Espérance et Lire les signes qui lui attachés, vous avez la possibilité une fois par an de trouver 2 indices en une action. Évidemment dans le deck j'ai mis déduction. Alors déduction de niveau 0, le grand classique, si vous réussissez votre enquête, vous avez un indice supplémentaire. Si c'est l'enquête qui est faite avec Lire les signes, c'est 3 indices en une enquête. Voilà. Et alors j'aurais pu préciser tout en haut, le gain d'indice, il y a Norman Weavers en lui-même, je veux dire, quand il fait une enquête basique. Voilà. Et donc c'est très efficace, l'enquête. Alors les dégâts, c'est pas sa spécialité, il a simplement le lexique occulte. Voilà, lexique occulte, j'en parle très souvent, je trouve que c'est la meilleure... dans mon style de deck chercheur, c'est une excellente source de dégâts. Donc le lexique occulte fournit 3 copies de rituel de sang. Et rituel de sang, on joue la carte, on pioche 2 cartes, on défausse jusqu'à 2 cartes de la main. Pour chaque carte défaussée, soit on gagne une ressource, soit on dépense une ressource pour infliger une carte à un ennemi dans le lieu. Et l'action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc si votre ennemi a 1 point de vie, vous allez piocher 2 cartes, en garder une, défausser la deuxième et payer une ressource. Ou alors, vous défaussez la première carte pour gagner une ressource, vous défaussez la deuxième carte, et vous utilisez la ressource gagnée. Donc le bilan, c'est que vous n'avez dépensé aucune ressource de votre réserve. Si l'ennemi a 2 points de vie, il faudra défausser 2 cartes et payer 2 ressources. Alors à noter que vous défaussez 2 cartes de votre choix parmi les cartes de votre main, celles que vous aviez déjà et les 2 que vous venez de piocher. Et puis bien évidemment, si l'ennemi a plus de points de vie, il faudra plusieurs copies de rituel de sang. Mais en tout cas, dans un deck spécialisé en enquête qui va seulement occasionnellement avoir besoin de faire quelques dégâts, c'est très bon. Et on note, la carte Altré sort, donc sur certains ennemis, Poltergeist, Spectre, un certain nombre d'ennemis dans la campagne Le Cercle Brisé, c'est aussi un avantage par rapport à un événement de dégâts qui ne serait pas sort. Et à noter, comme c'est sort, si vraiment vous êtes dans une situation où vous avez besoin de faire beaucoup de dégâts, vous pouvez attacher la carte à Diane Espérance. Voilà, un événement sort. C'est tout pour les dégâts. Alors maintenant, la résistance au deck de rencontre. Donc la résistance aux traîtrises. Alors la première carte, Dandesli, en un seul exemplaire, parce que il n'y a pas la place pour plus. La Dandesli, un soutien qui occupe un emplacement d'accessoires, trait objet et relique. À noter, vu que ça a le trait relique, on va pouvoir tutorer avec Wheaton Green. Tant que vous résolvez une capacité sur une carte traîtrise, vous gagnez +1 en volonté et +1 en agilité. Réaction, après avoir réussi un test de compétence alors que vous résolviez une capacité sur une carte traîtrise, inclinez la Dandesli, piochez une carte. Donc vous passez de 4 à 5 en volonté. Si vous avez Ikiak et pas de traîtrise en dessous, pas de faiblesse en dessous, vous êtes même à 6 en volonté. Et puis, potentiellement, en résolvant des cartes traîtrises, vous avez l'occasion de piocher des cartes.
Dans la campagne Le Cercle Brisé, par exemple, le bonus en volonté va être intéressant, et sur une partie, ça devrait vous générer beaucoup de pioches. Ikiak. Alors Ikiak, j'en ai parlé tout à l'heure, ben voilà, vous avez un bonus en volonté, mais également Ikiak, ça va vous permettre de gérer votre faiblesse de base. Norman Weavers, il pioche très rapidement, j'y reviendrai après quand je parlerai de l'économie, il pioche très rapidement, et moi j'ai eu le problème dans une de mes campagnes, dans laquelle j'ai joué une des versions de son deck, j'avais la traîtrise trop zélée. Alors je vais la retrouver. Alors je me souviens jamais quand ça s'écrit, zélé. Trop zélé. C'est ça. Donc trop zélé, révélation, piocher la carte du dessus du deck rencontre, cette carte gagne renfort. Donc en fait on pioche 2 cartes du dessus du deck rencontre. Et quand on a un deck qui pioche très vite, et ben trop zélé, on la pioche 2 fois. Voire 3 fois par partie, et quand dans une partie on se prend 6 cartes rencontres de plus que ce qui était prévu, et ben même avec un bon deck, c'est extrêmement pénible. Donc, voilà, Ikiak, quand vous l'avez en jeu, dès que vous piochez votre faiblesse de base, vous la mettez sous Ikiak. Alors vous perdez vos bonus, mais dans un deck qui cycle, qui pioche aussi rapidement que celui-là, c'est un énorme gain, enfin une énorme défense. Et éventuellement, c'est quand un investigateur dans votre lieu. Donc éventuellement, si l'autre membre du duo d'investigateurs a une faiblesse de base très pénible, du style, je crois que ça s'appelle Adept Maudit. Oh, Adept Maudit. Voilà, donc un ennemi, à la fin de la phase des ennemis, alors qu'on génère dans le lieu le plus éloigné de soi, donc il faut aller chercher. À la fin de la phase d'ennemi, ajouter un pion maudit à la réserve du chaos. Et ben il pourrit le sac du chaos. Donc on n'a pas envie de le laisser en vie trop longtemps, mais si on va le chercher, il fait perdre du temps. Donc éventuellement, eh ben on le met sous Ikiak. Alors par contre là, à ce stade-là, on a un malus de -1 en volonté, de -1 en intelligence. Mais je pense que le deck est assez bon. Alors en standard, en expert, faudrait voir, mais en standard, le deck est assez solide pour supporter le malus, si vraiment ça vous permet de... Enfin, le deck peut supporter le malus si nécessaire, et si vraiment les 2 faiblesses de base sont violentes, bah, il vaut mieux s'en affranchir et faire avec le malus. Carte suivante, curiosité. Bon bah curiosité, j'ai pas mis d'onglet pour elle. De 1 à 3 icônes de volonté sur une compétence. Voilà. Défiance de niveau 2. Donc une compétence, un icône libre, ignorer les effets de tous les symboles, crâne, cultiste, tablette et choses très anciennes de ce test, modificateur compris. Vous faites un test qui est important, vous voulez pas le rater, et ben tous ces pions-là qui, moi je dirais à la louche, représentent un petit tiers, qui à la louche représente un tiers du sac du chaos, vous les considérez comme des zéros. Donc non seulement pas de modificateur gênant qui pourrait vous faire rater, mais pas d'effet annexe du style vous prenez une horreur, s'il y a un ennemi dans votre lieu, il vous attaque, etc., etc. Donc plus de chances de réussir le test et moins de risques d'avoir un effet autre qui pourrait sérieusement vous ralentir. Et enfin, promesse de pouvoir. Bon bah promesse de pouvoir, c'est une carte compétence avec 4 icônes libres. Donc ça peut vous aider sur n'importe quel test. Seul inconvénient, faut mettre un pion maudit dans la réserve du chaos. Et comme c'est entraîné, et qu'à la perfection vient de l'entraînement, et ben promesse de pouvoir pourra servir potentiellement 2 fois par cycle de deck. Alors, où j'en étais? Donc la résistance au deck de rencontre, voilà. Maintenant, l'économie. Et vous voyez qu'il y a plein de choses. Première chose, je crois, un exemplaire.
Voilà, en un exemplaire, le sérum d'amplification des rêves. Une carte que j'adore, elle est dans quasiment tous mes decks chercheurs, et dans le deck de demain, elle y sera aussi. Donc voilà, c'est une carte qui occupe un emplacement d'arcane. Vous ne comptez dans... Voilà, seul le premier exemplaire de chaque carte de votre main compte dans le calcul de la taille limite de votre main. Donc vous avez plus de cartes en main. Réaction, après avoir pioché un autre exemplaire d'une carte que vous avez déjà en main, révélez les 2 exemplaires et inclinez le sérum d'amplification des rêves, piochez une carte. Donc vous pouvez stocker plus de cartes en main, ce qui vous permet de garder une carte pour le bon moment d'utilisation, et vous avez plus de pioches. Donc vous arrivez plus vite à vos cartes maîtresses, voilà. Ensuite, dans Destly, donc l'aspect de pioche. Vous piochez un reste pourrissant, vous faites votre test à 6 contre 3, si vous avez Ikiak en jeu. Vous réussissez, vous piochez une carte, tout simplement. Sac à dos de niveau 2, j'en ai... Alors je connais pas le deck par cœur, j'en ai 2. Et ben le sac à dos de niveau 2, ça va permettre de tutorer les 3 livres, le sérum d'amplification des rêves, la dent d'Estly. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 cibles potentielles. Et donc ce sont des cartes qui sont retirées de la pioche. Des cartes qui sont retirées de la pioche et que je vais jouer au moment voulu. Documentaliste et Wheaton Green. Alors le documentaliste, un grand classique de la boîte de base. Quand je le joue, je vais chercher un de mes 3 livres, je le mets dans ma main. Donc je tutor. Tutorer c'est mieux que de la pioche. Wheaton Green, pareil, chaque fois que je mets en jeu un lieu ou que je révèle un lieu, je tutor. Et je disais tout à l'heure, elle peut tutorer les 3 livres et également la dent d'Estly. Donc elle a 4 cibles. Tiens, elle était là. Elle a 4 cibles. Apprentissage forcé, tout simplement, chaque phase d'entretien... voilà, je vais montrer la carte. Chaque phase d'entretien, je pioche 2 cartes, j'en défausse une d'elles. Alors à noter, je pioche 2 cartes, ce qui fait que je peux appliquer à ce moment-là le sérum d'amplification des rêves éventuellement. Donc je pioche plus de cartes, mais je n'en garde qu'une des 2. Mais comme je le disais au début, si on regarde mon deck, alors à l'exception de quelques soutiens, à l'exception de la majorité des soutiens, sac à dos j'en ai 2, Diane Espérance j'en ai 2 vu qu'elle est dans la combo centrale du deck, Ikiak j'en ai 2, les événements à l'exception de l'appel de la vérité sont tous en 2 exemplaires, et les compétences à une exception près, tout en 2 exemplaires. Donc devoir défausser certaines cartes, c'est pas gênant, parce que déjà j'ai plein de choses en 2 exemplaires, et puis de toute façon mon deck qui tourne, les cartes je les reverrai plus tard. Demander un service, tiens, j'aurais pu mettre ça dans la résistance au deck de rencontre aussi. Demander un service, je vais chercher un allié dans mon deck. Je regarde, voilà ça. Donc, demander un service, j'ai joué le documentaliste. Il y a 2 aspects de demander un service. Il y a la pioche et le gain de ressources. Je joue demander un service sur le documentaliste. Le documentaliste, il m'a permis de récupérer un livre. Donc, il a fait son office. Je le renvoie dans ma main. Je cherche parmi les 9 premières cartes de mon deck. Je vois Diane Espérance. Elle coûte 4, le documentaliste coûte 2, j'ai payé 1 pour demander un service, je joue Diane Espérance pour 2. Donc au total, j'ai dépensé 3 ressources pour jouer Diane Espérance, qui normalement en coûte 4. Voilà. Destinée parallèle. Alors une carte qui arrive tardivement dans le deck. Quoique. Oui, assez. Je vais... pareil, la mettre dans son onglet, hop. Donc destinée parallèle, un événement de niveau 2 qui coûte 0,
trait augure, regardez les 6 cartes du dessus du deck d'un investigateur ou du deck rencontre. Vous pouvez soit les remettre au-dessus de ce deck dans l'ordre de votre choix, soit les mélanger dans ce deck. Si vous avez consulté le deck d'un investigateur, cet investigateur a le droit de piocher une carte. Vous dépensez une carte, si vous regardez dans votre deck, ce que je fais en général, dans le deck d'un investigateur, il pioche une carte. Donc si vous jouez sur l'autre membre du duo, vous le faites piocher, en dépensant une action et une carte. Si vous le jouez sur vous, ça revient au minimum à tutorer. Mais en plus de ça, vous triez les cartes, donc vous choisissez ce que vous mettez au-dessus, vous choisissez ce que vous piochez. Par exemple, pour activer le sérum d'amplification des rêves et repiocher dans la foulée, ou pour piocher écrit cryptique, pour gagner immédiatement 2 ressources. Voilà, justement, écrit cryptique à la suite. Donc un événement, alors Norman Weavers ne peut pas voir la version de niveau 2 qui est quand même bien mieux, donc il prend la version de niveau 0. Un événement qui coûte 0, gagnez 2 ressources, réaction, après avoir pioché les écrits cryptiques lors de votre tour, jouez-les. Il y a un certain nombre d'effets qui font piocher pendant le tour, notamment Destinée parallèle. Destinée parallèle, vous regardez les 6 cartes du dessus de votre deck, vous voyez dans les 6 écrits cryptiques, vous mettez au-dessus, effet de Destinée parallèle, vous piochez donc écrit cryptique, dans la foulée vous le jouez. Aussi simple que ça. L'appel de la vérité, l'appel de la vérité, un événement qui coûte 1, à jouer uniquement si vous n'êtes pas engagé avec un ennemi. Se déplacer, choisissez un lieu non révélé, déplacez-vous un lieu à la fois, par le plus court chemin en direction de ce lieu jusqu'à ce que vous entriez dans ce lieu. Mettez fin à cet effet si vous révélez un lieu, si un ennemi vous engage ou si votre déplacement est bloqué. Donc pour une action, vous allez pouvoir faire plusieurs déplacements. Il n'y a pas de limite. Vous n'êtes pas limité en nombre de déplacements, vous êtes limité par un engagement, un effet qui vous bloque, ou la révélation d'un lieu. La perfection vient de l'entraînement, ou atlas astronomique, ou écrit dans les étoiles, plus les compétences. Donc la perfection vient de l'entraînement, un classique maintenant. On va tutorer une compétence s'entraîner parmi 9 cartes, on l'attribue au test. Si le test est réussi, on reprend la compétence en main, donc c'est une compétence qui va servir 2 fois. Qu'est-ce que je citais ensuite ? Atlas astronomique. Action rapide, inclinez l'atlas astronomique, regardez la carte du dessus de votre deck, si ce n'est pas une faiblesse, attachez-la face cachée à l'atlas astronomique. Maximum de 5 cartes attachées. Comme vous jouez Norman Weavers, la carte du dessus de votre deck, elle est révélée. Donc vous savez ce que c'est, et vous savez si vous avez envie de l'attacher à l'atlas astronomique. Deuxième effet, action rapide, attribuer une carte attachée Attribuer une carte attachée à l'atlas astronomique à un test de compétence éligible. En cas de réussite, ajoutez cette carte à votre main au lieu de la défausser. Limite d'une fois par test. Donc, même principe, vous avez des cartes qui sont attachées à l'atlas astronomique. Au bon moment, vous l'attribuez un test de compétence. S'il est réussi, vous ajoutez la carte à la main. Une carte attribuée puis mise en main pour être jouée ou réattribuée. Et si c'est une compétence, ça va être pour l'attribuer 2 fois. Mais, moi j'ai vu dans mes parties, vous pouvez mettre une carte non compétence. Alors je vais regarder rapidement. Est-ce que j'ai un bon exemple ? Tenez Diane Espérance. Elle a 2 icônes de volonté. Si c'est la carte du dessus de votre deck, vous l'attachez à l'atlas. Un test de volonté, vous attribuez, si vous réussissez le test, il y a quand même un risque, vous la mettez dans votre main et ensuite vous pourrez la jouer. Et écrit dans les étoiles. Donc écrit dans les étoiles, un événement rapide à jouer uniquement lors de votre tour, défaussez la carte du dessus de votre deck, encore une fois vous êtes dans un deck Norman Weavers donc vous savez ce que c'est. Si cette carte est une faiblesse, mélangez-la dans votre deck, sinon pour le reste de votre tour,
Tant que la carte défaussée est dans votre pile de défausse, attribuez-la à chaque test de compétences éligible que vous effectuez. Rappel. Ah tiens oui, j'en ai pas encore parlé. Le livre des bons, carte signature de Norman Weavers. Action rapide, inclinez le livre des bons et changez la carte du dessus de votre deck avec une carte de votre main. Alors, ça veut dire que, par exemple, dans votre main, vous avez déduction. Vous utilisez le livre des bons pour mettre déduction au-dessus de votre deck. Vous utilisez écrit dans les étoiles, vous défaussez déduction. Déduction va être attribuée à tous vos tests d'intelligence. Si dans votre tour, vous faites 3 actions d'enquête, à 3 reprises, vous avez un indice supplémentaire en cas de réussite de votre enquête. Voilà, c'est extrêmement efficace. Ah oui, tant que j'y pense, je l'ai pas dit avant, Norman Weavers également, j'aurais pu le mettre dans la liste parce que une fois par round, on peut jouer la carte du dessus de son deck, comme si elle était dans la main, en réduisant de 1 le coût. Donc, dès que vous avez un soutien ou un événement, en fait, n'importe quelle carte que vous voulez jouer, sur le dessus de votre deck, vous vous économisez déjà le fait de devoir la piocher, et la ressource. Et pareil, ça peut être intéressant en combinaison avec le livre des bons qui permet d'échanger des cartes entre sa main et le dessus du deck. Voilà, révélation stupéfiante. Eh bien, révélation stupéfiante, c'est un autre classique de mon point de vue. Quand vous cherchez et que vous dans votre deck et que vous trouvez cette carte parmi les cartes cherchées, soit vous prenez 2 ressources, gain de ressources, soit vous mettez un secret sur Diane Espérance, ce qui veut dire une utilisation de plus de lire les signes. Chaque utilisation de lire les signes, a priori, ça vous donne 2 indices en une action, donc c'est du gain d'action. Voilà. Et il me semble qu'il en reste une. Il y a perception. Bon, perception, tout simplement, si vous réussissez votre test, vous piochez. Et j'ai oublié prévoyance. Donc un événement. Alors un événement qui entre dans mon deck à la toute fin de la campagne. Événement de niveau 1 qui coûte 0, rapide, à jouer quand un investigateur dans votre lieu devrait piocher une carte de son deck ou du deck rencontre. Nommez une carte. Si la carte piochée est la carte nommée, cet investigateur peut choisir une option, soit annuler les effets de cette carte et la défausser, soit jouer immédiatement cette carte en réduisant de 2 son coût. Moi je joue toujours cette carte pour la pioche d'une carte de son deck. Une fois de plus, je vais rappeler que Norman Weavers connaît en permanence la carte du dessus de son deck. Donc, au début de la phase d'entretien, vous jouez prévoyance, c'est gratuit. Vous nommez la carte que vous voyez sur le dessus de votre deck, et vous la jouez pour 2 de moins. Alors les cartes, il y en a quelques-unes qui coûtent 3 ou 4 ressources. Il y a par exemple Diane Espérance. Si elle est sur le dessus de votre deck, vous jouez prévoyance, vous dites Diane Espérance, et sans avoir à dépenser d'action, vous la jouez pour 2 ressources au lieu de 4. Gain d'action et gain de ressources. Très intéressant. Mais, comparé au reste du deck, c'est pas le plus intéressant. Donc ça arrive en fin de campagne, comme on va le voir assez vite. Et je crois que j'ai fait le tour de tous les rôles remplis par... Enfin, tous les... Je pourrais dire les secteurs d'activité du deck. Donc maintenant, le deck de début de campagne. Donc 3 XP grâce à Dans le vif du sujet. Et les 3 XP sont utilisés par l'Atlas astronomique. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un deck avec 11 compétences sur 45 cartes. Le deck utilise beaucoup les compétences et l'Atlas astronomique. Ouais, je suis en train de perdre ma voix. Je disais donc, on a dans ce deck à peu près une carte sur 4 qui est une compétence. On a un deck qui joue beaucoup sur les compétences, qui va chercher à faire des combos avec les compétences, et cette carte-là permet, si tout se passe bien, d'utiliser des compétences à 2 reprises. Alors,
L'atlas astronomique, on ne peut le charger, entre guillemets, qu'une fois par round, vu qu'il faut l'incliner. Par contre, sa capacité d'attribution marche une fois par test. Du coup, mettons qu'au premier round, on ne fait que de l'installation, on va quand même mettre une carte attachée à l'atlas astronomique. Au deuxième round, on va faire la même chose. Et donc au deuxième round, a priori, on aura le choix entre 2 cartes à attribuer. Enfin voilà. Bon, je vais pas redétailler la force de cette carte, mais bon. Disons simplement que disons simplement que le deck tourne autour des compétences. Comme c'est un deck chercheur, on a quand même, que j'en trouve, un événement avec 2 icônes d'intelligence, un événement avec 2 icônes d'intelligence, évidemment il n'y en a plus d'autres, et un autre événement avec 2 icônes d'intelligence, donc on a des cartes avec des icônes très intéressants, et on va pouvoir, pour les compétences, les attribuer 2 fois, pour les événements, les attribuer, puis les jouer. Donc normalement ça donne un bon départ de campagne. Sinon à part ça, des cartes pour l'essentiel en double, encore une fois comme on a 45 cartes, il faut pas trop se disperser, il faut de la redondance. Illumination ésotérique, j'en conserve un exemplaire. Sérum d'amplification des rêves, pareil, j'en ai parlé. Dans des slips, pareil. Alors, assistant de laboratoire pour sa capacité à faire piocher 2 cartes, donc arriver plus rapidement aux cartes maîtresses. Taille de main augmentée. Donc pareil, on garde en main les cartes pour le moment de meilleure utilisation. Documentaliste, en fin de campagne j'en ai qu'un, là j'en ai 2 parce que les 3 livres, mais surtout 2, surtout l'Atlas astronomique et le livre des bons, sont des cartes maîtresses. Wheaton Green, j'en garderai qu'un exemplaire, mais je pensais que 2. De la fiction à la réalité, c'est là pour garder une place. Je me souviens plus par quoi c'est remplacé plus tard. Demander un service pour faire de la rotation des alliés. Donc dès que j'ai un allié en main, je le joue. Et plus tard, quand j'ai plus l'utilité de cet allié, je le remplace. Donc par exemple, en main de départ, j'ai l'assistante de laboratoire, je la joue, je pioche 2 cartes. Elle a fait son travail. Dès que je peux, je la remplace. Alors vu que le deck est épais et qu'on cherche que parmi 9 cartes, il faut quand même attendre un peu d'avoir déjà pioché, pour limiter les risques de rater son utilisation de demander un service. Mais dès que je me sens assez confiant, je joue et éventuellement. Alors, je remplace l'assistant par un des 2 autres alliés, le documentaliste qui va direct chercher le livre que je veux, et Wheaton Green qui va tutorer. Donc en début de campagne, elle a 5 cibles, vu qu'il y a 2 copies de la Dandesli. Écrit dans les étoiles, je le garde. Écrit cryptique aussi. Élucider l'affaire. Carte de ressources, parce que en début de campagne, il me manque quand même beaucoup de cartes qui me font des réductions ou des gains de ressources. Donc je me suis rendu compte à l'usage après encore une fois, ce deck-là c'est la 3e version, donc les versions 1 et 2 m'ont convaincu que en début de campagne, écrit cryptique ne suffit pas pour les ressources. Suivre son intuition, tout simplement la possibilité de trouver un indice sans faire de test, 2 icônes d'intelligence, une carte solide, et les compétences. Donc plan d'action. Plan d'action, c'est une compétence entraînée, donc ça se tutore. Et selon le moment d'utilisation, c'est 1+1, ou 1+2, ou 1+1 et pioche d'une carte en cas de réussite. La carte n'est pas formidable, mais on va dire ça complète le deck. Et enfin pour finir, l'ordre d'amélioration. L'ordre d'amélioration et de remplacement des cartes, charisme.
En début de campagne, j'ai 3 alliés, dont un seul qui est destiné à rester en jeu. En fin de campagne, en début de campagne, j'ai 3 alliés, il n'y en a qu'un seul qui sert sur la durée, mais bon, c'est toujours bien d'avoir plus d'alliés, notamment pour l'encaissement. Très rapidement, je remplace mes 2 assistantes de laboratoire par Diana Espérance, parce que, encore une fois, Diana Espérance, c'est mon moteur à indice avec lire les signes. Sérum d'amplification des rêves, j'en remplace une copie par prophétique, parce que... Donc voilà, juste avant, j'ai pris mon moteur d'enquête, mais ça me coûte cher jusqu'à ce que j'ai prophétique. Donc c'est pour ça, c'est pour ça que je rentre immédiatement prophétique. Et mine de rien, à ce stade-là, donc après 12 XP, je dirais pas que j'ai mon deck, ça serait très exagéré, mais après ces 12 XP-là, j'ai la combo centrale de mon deck. 12 XP plus les 3 de début de campagne avec dans le vif du sujet. Donc si je devais jouer ce deck contre la campagne de Dunwich, ce qui est peu probable vu que je déteste la campagne de Dunwich, mais si je devais jouer ça contre Dunwich et que je me retrouvais comme ça m'est toujours... Dunwich, on gagne peu d'XP. Je me souviens plus quel est le maximum qu'on peut avoir, mais je crois que j'ai jamais dépassé, je sais plus c'est 15 ou 18. Eh ben, là on a 12, et on a la fonction principale de Norman Weavers dès ce stade-là. Alors ensuite on sort une copie de Wheaton Green qui est unique, on la remplace par Ikiak, parce que, encore une fois, Ikiak est très bon pour lutter contre l'effet négatif de sa faiblesse de base, et moi j'ai expérimenté, notamment avec la faiblesse trop zélée, mais bon ça peut être le cas avec n'importe quelle faiblesse, le cas où pendant une campagne, chaque scénario je pioche 2 voire 3 fois ma faiblesse, et arrivé au 8e scénario je me dis, à cause de ma faiblesse, je me suis pris au total, 10 horreurs, 12 dégâts, où j'ai pioché, 15 cartes rencontres additionnelles. Ikiak est là contre ça. Du coup, il faut un autre charisme. À ce stade-là, les 2 charismes, ça permet d'avoir simultanément Wheaton Green, Diana Espérance et Ikiak, donc les 3 alliés qu'on veut avoir toute la partie. Ah tiens, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, la résistance au deck de rencontre. Ah oui, j'ai oublié d'en parler. Sort de protection de niveau 2. Un classique, c'est toujours bon, voilà. Suivre son intuition. Je remplace par sac à dos. Alors certes, suivre son intuition, c'est bon parce que ça donne des indices sans test, mais sac à dos, ça permet d'avoir plus rapidement les livres, et les livres en combo avec tout le reste, ça permettra de trouver les indices plus rapidement. Je sors un documentaliste parce que j'ai maintenant le sac à dos pour tutorer mes livres. Je remplace par une 2e copie d'Ikiak. Alors Ikiak est unique, mais la carte de mon expérience est tellement efficace que je veux l'avoir en double. Je peux en avoir qu'une seule copie en jeu, mais je veux augmenter mes chances de la jouer à chaque scénario. De la fiction à la réalité qui pouvait me servir à remettre des secrets sur Diana Espérance, je remplace par Destinée Parallèle, qui va me fournir de la pioche et qui va comboter avec tous les effets en lien avec la carte du dessus deck. Plan d'action qui, encore une fois, est ok mais pas génial, est remplacé par Défiance, parce que en fin de campagne, on commence à avoir certains effets très handicapants, ou par exemple des ennemis puissants avec riposte, ou des cartes de rencontre qui peuvent bien ralentir le rythme de la partie. Et comme je le disais, on finit par remplacer Élucider l'affaire,
carte de gain de ressources par prévoyance qui permet d'économiser des ressources et d'économiser des actions. Et donc voilà, on arrive sur ce deck. Plusieurs cartes qui coûtent 0, dont certaines qui servent à, d'une manière ou d'une autre, à économiser des ressources, des cartes qui coûtent 1. Voilà. Le deck n'est pas trop cher, alors si ça sort bien. Si vous avez prophétique, eh ben vous ne payez plus pour jouer lire les signes. Si vous n'êtes pas prophétique, il va falloir payer pour lire les signes. Si vous arrivez à jouer les cartes du dessus de votre deck avec la capacité de Norman Weavers, virtuellement pour plein de ces cartes-là, vous pouvez, on va dire, décaler d'un cran vers la gauche. Donc les cartes qui coûtent 3, vous en avez 3. Les cartes qui coûtent 2, vous en avez 6. Les cartes qui coûtent 1, vous en avez 6. Et les cartes qui coûtent 0, vous en avez 17. Alors, c'est schématique, hein, parce que la capacité de Norman Weavers ne marchera qu'une fois par round, au maximum. Voilà. Donc vous avez aussi prévoyance qui fait économiser des ressources. Niveau des icônes de compétences, une grande majorité d'icônes d'intelligence. Logique. Beaucoup d'icônes de volonté, donc bonne résistance au deck de rencontre pour vous et pour le binôme. Des icônes libres aussi. Les emplacements de cartes, 6 pour les alliés, mais vous en voulez. Alors le documentaliste, vous le voulez en début de partie, plus tard il vous intéresse pas. Vous avez 1, 2, 3 alliés différents qui vous intéressent, et vous avez 2 charismes, donc pas de problème. Accessoires, vous n'en avez qu'un, pas de problème. Main, vous en avez 3, mais vous avez illumination ésotérique pour vous permettre d'avoir les 3 simultanément. Arcane 2, il n'y a pas de problème. Et emplacement de corps, les 2 sacs à dos, bon, c'est pas un problème. Et donc voilà. Et si on regarde, voilà, ouais, je vais pas faire de simulateur de pioche parce que ça présente pas un grand intérêt. Mais donc voilà, c'est le deck. Un deck qui, dans mon expérience, est très efficace. Alors il est très amusant, mais aussi assez prise de tête parce qu'il va inciter à beaucoup comboter. Donc par exemple, si je dois enquêter ce tour-ci et que j'ai déduction en main, je dois faire plusieurs enquêtes. J'aimerais bien attribuer déduction plusieurs fois, mais c'est dans ma main, donc je ne peux l'attribuer qu'une seule fois. Eh ben je vais utiliser le livre des bons pour mettre déduction sur le dessus de mon deck. Ensuite je vais jouer écrit dans les étoiles pour défausser déduction, et déduction sera attribuée à chaque test d'intelligence de mon tour. Donc je fais mes 3 enquêtes, et chaque enquête réussie grâce à déduction me rapporte un indice de plus. Ou alors, comme autre exemple de combo, je vais, si j'ai déduction sur le dessus de mon deck, avec Atlas ésotérique, j'attache déduction à l'Atlas. Première enquête de mon tour, j'attribue déduction depuis l'Atlas. Si c'est réussi, j'ai déduction qui me vient en main. Et je peux réattribuer déduction, vu que la carte est dans ma main. Autre exemple, je joue destinée parallèle. Je regarde les 6 cartes du dessus de mon deck. Parmi ces 6 cartes, il y a déduction et écrit dans les étoiles. Eh ben, je vais mettre sur le dessus écrit dans les étoiles et juste en dessous déduction. Non, pardon. Que je dise pas de bêtises. Non, pardon. Je vais mettre une carte, peu importe laquelle, sur le dessus, en première position de mon deck. Deuxième position, écrit dans les étoiles. Troisième position, déduction. Fin de l'effet de destinée parallèle, je pioche la carte que j'avais mis au-dessus. Maintenant, la carte qui est au-dessus de mon deck, c'est écrit dans les étoiles. Ça coûte 1. J'utilise la capacité de Norman Weavers. Je joue gratuitement écrit dans les étoiles. Donc je joue
écrit dans les étoiles, ça me fait défausser la carte du dessus de mon deck, c'est-à-dire déduction, et encore une fois, j'attribue déduction à mes 3 tests, et potentiellement ça me permet d'avoir 3 indices de plus. Autre exemple de combo réalisable, je vais utiliser le livre des bons pour prendre une compétence entraînée de ma main et la mettre sur le dessus de mon deck, puis je vais jouer la perfection vient de l'entraînement, je vais chercher une compétence entraînée parmi les 9 cartes du dessus de mon deck, je sais qu'il y en a une vu que je viens d'en mettre une avec le livre des bons, potentiellement en cherchant je vois révélation stupéfiante et je mets un secret sur Diane Espérance. Grâce à la perfection vient de l'entraînement, j'ai trouvé une de mes compétences entraînées, déduction, ou extatique, ou perception, ou promesse de pouvoir. Donc cette compétence est attribuée à mon test, j'effectue mon test, si tout se passe bien, je réussis le test, et je remets la compétence dans ma main. Donc voilà, la campagne a été très intéressante, j'ai beaucoup aimé jouer le deck, mais il faut prendre conscience que il y a eu des tours où je me creusais la tête en me demandant dans quel ordre faire les choses, est-ce que je voulais mettre une carte non compétence de ma main sur le dessus de mon deck pour la jouer à coût réduit, ou mettre une compétence pour faire des combos, est-ce qu'il n'y avait pas moyen pendant mon round de piocher 5 cartes au lieu de 4, etc. etc. Mais si vous êtes amateur de combos, ce deck-là est génial. Allez, on approche de l'heure d'enregistrement. Je commence à avoir faim, donc je vais m'arrêter là. Demain, deck solo pour montrer Jack. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur le deck, notamment si vous avez une façon très différente de jouer Norman Weavers. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.